Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, il est 18h, nous sommes en direct sur Radio M pour un nouveau numéro du CPP, le Café Presse Politique, et nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Tariq Hafid, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Hassan Qadi. Bonsoir. Bonsoir Hatta Hazam. Bonsoir. Bonsoir Akram Khayef. Bonsoir. Alors, la question habituelle qu'on pose chaque mercredi soir, Tariq, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine, en Algérie ou à l'étranger? Alors, à l'étranger, puisque j'ai passé une semaine en Italie, et j'ai eu l'occasion de visiter une initiative très intéressante qui a été lancée par l'ambassadeur d'Algérie à Rome. En fait, c'est la Maison de l'Afrique. C'est une résidence qui appartient à l'État algérien et qui a été mise à la disposition, qui va être mise à la disposition des États africains pour organiser des événements, pour accueillir des réunions importantes. Enfin, c'est quand même une initiative assez intéressante en Europe. Et en fait, c'est la Maison de l'Afrique en Europe. Ce n'est pas la Maison de l'Algérie en Italie, mais c'est la Maison de l'Afrique en Europe. Pardon. Une sorte de Villa Médicis, mais avec du fric à la fin. Oui. C'est pas le même style. D'accord. Voilà. C'est bien que l'Algérie ait donc proposé une de ses résidences, si on a bien compris. Tout à fait, c'est une résidence qui appartient à l'État algérien, qui se trouve dans une banlieue chic de Rome, qui s'appelle un quartier qui s'appelle Bufalota. Ça ne serait jamais produit au temps de Rachid Marif. Qu'est-ce qui vous a marqué, Hassan Qadi? Ça n'engage que lui. Oui. Ça n'engage que Radio M. Oui. Alors, je précise, c'est M. Brixi, qui est actuellement ambassadeur d'Algérie, ancien SG du ministère. C'est une information d'Alium. L'Algérie a progressé de 7 rangs, de 7 points au Doing Business, classement 2017 Doing Business. L'Algérie est passée de la 173e place à la 156e place et on a eu un problème pour titrer cet article. Est-ce qu'il faut dire que l'Algérie a amélioré son classement ou est-ce qu'il faut dire qu'elle est toujours dans le lot des derniers? Peut-être que c'est d'autres pays qui ont reculé aussi, qui poussent d'autres pays à avancer. Qu'est-ce qui vous a marqué, Akram, cette semaine? En fait, moi, c'est la lente progression du porte-avions russe Amiral Kuznetsov qui est en train de faire tout le tour du monde pour arriver en Syrie et qui risque de faire le plein en Algérie vu qu'il devait le faire en Espagne, mais l'Espagne subit beaucoup de pression. Et donc, on va voir si l'Algérie résistera aux pressions ou pas. Vous êtes du carburant importé? C'est tout à fait possible. Tout à fait. Vous êtes un expert militaire. Il faut préciser que la Russie a un seul porte-avions contre 10 pour les États-Unis. Donc, parce que ça n'a jamais été dans leur doctrine. Absolument, une supériorité navale américaine claire. Hadda Hazam, merci d'être venu. C'est votre premier CPP, ça se fête. On va le fêter après. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, cette semaine? Je ne sais pas, peut-être le jeune Algérien qui a gagné le prix Tahaddi al-Qira aux Émirats. C'est assez bien que l'école algérienne forme encore de bons élèves, de bons... Il est exceptionnel, ce garçon. Sur 3 millions d'élèves arabes, c'est l'Algérien qui l'a eu, ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a lu comme livre, j'aimerais bien savoir, parce que j'aimerais bien, mais il connaît En tous les cas, il a été... Il a eu le premier prix de lecture sous les yeux de l'émir de Dubaï et il a gagné à la clé $150,000, ce qui est exceptionnel. $150,000, oui. Ça fait plaisir. Alors, le CPP commence... vous auriez aimé participer à ce concours? Je suis pas très bon en arabe. Alors, on va commencer donc par la politique. C'est l'événement qui a marqué actuellement cette semaine. Abed Sharaf, oui, n'est pas là, à la demande des auditeurs. Non, je rigole. Abed Sharaf n'est pas là parce qu'il participe comme chaque année à ERA. C'est le salon des énergies renouvelables qui se déroule chaque année à cette période à Oran. Il sera... Voilà, Saïd Jafar est convalescent. Ils seront de retour dès mercredi prochain.
On commence avec la politique. Ils auraient aimé être là pour commenter le départ de Ammar Saadani. Il quitte le secrétariat général du FLN après y avoir passé 3 ans. Un départ surprise qui n'a été annoncé que le jour même. Il y a eu des rumeurs le matin, quelques rumeurs la veille. Comment peut-on interpréter ce départ qui, officiellement, Ihsan Qadi, est justifié pour des raisons de santé? Je pense que c'est la fin d'un cycle. Ammar Saadani a rempli une mission importante, une mission historique, qui est d'ailleurs liée beaucoup à l'histoire du CPP. Le premier CPP qu'on a tenu dans la cuisine du 155, l'Habib el-Mehdi. On est arrivé le matin et on n'avait pas besoin de faire un menu parce que la veille, Saadani avait déclaré que le général Tawfiq était un incapable, un incompétent, qui n'avait pas réussi à protéger Bouteflika à plusieurs reprises, qu'il avait raté sa lutte contre le terrorisme. Et donc, on avait un séisme politique qui a marqué les mois qui ont suivi. Et c'était le début de la machine qui a amené le quatrième mandat. Donc, c'est un personnage important qui a fait le vide pour imposer le clan présidentiel. Le problème, c'est que en faisant ce vide, il n'a pas trouvé d'autres ressorts pour faire de la politique autrement, parce qu'il ne suffit pas juste de faire la guerre aux autres, il faut aussi construire un courant. Le FLN, il y a de nouveaux enjeux, une autre configuration qui s'est mise en place. Et donc, avec sa dernière sortie, je pense qu'il a été au-delà de ce qu'il devait faire. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'à un moment donné, et ça, je pense que l'article d'aujourd'hui dans le Watan de Salimat Lemsani, il y a une pertinence dans cet article. Ammar Saadani n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. Ammar Saadani s'est appuyé aussi sur le général Gaïd Saleh. Et donc, d'un certain point de vue, il n'était pas tout à fait l'homme unique de la présidence, c'était aussi l'homme d'un autre clan. Est-ce que ce sont les liens importants qui lient Ammar Saadani à Ahmed Gaïd Saleh qui l'ont poussé vers la sortie d'Al Hafid? Sincèrement, je ne sais pas. Moi, je fais partie. La dernière fois que je suis passé au CPP, j'avais dit que Ammar Saadani était bien installé et qu'il serait chargé d'organiser les 2 prochaines élections, donc législatives et les locales, et qu'il était hors de question qu'il quitte le secrétaire général du FLN. Tu n'es pas obligé de le répéter. Tout le monde ne s'en est pas souvenu. Hein. J'essaie de marquer ma présence. il est honnête. Ouais. Et en fait, c'était, moi je m'étais basé sur une rencontre, lors d'une rencontre avec un gars qui est quand même assez proche du clan présidentiel. C'est-à-dire c'était vraiment une confidence, pas une confidence, c'est-à-dire on me disait non, il faut surtout pas croire que Saadani allait bouger, c'est hors de question. Et puis, il y a quand même l'effet de surprise dans cette décision. Maintenant, est-ce que c'est dû au lien qu'il a avec le Gaïd Saleh? Sincèrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, la dernière conférence de presse, les dernières déclarations de Saadani ont été vraiment une véritable tempête sur la scène, créé une véritable tempête sur la scène politique. Toutes ces déclarations, le fait de s'attaquer encore une fois au général Tawfiq, il s'est attaqué aussi à Belkhadem, dont il remet en cause même le passé révolutionnaire de la famille. C'est-à-dire que, si on comprend bien, c'est-à-dire que le président de la République a nommé à un certain moment un ministre, un chef de gouvernement, un ministre des Affaires étrangères, un conseiller personnel. Et un chef du FLN. Et un chef du FLN. Et un chef du DRS aussi. Oui, non, mais c'est-à-dire, je voulais sur Belkhadem, dans le passé révolutionnaire de la famille et il fait échec. Donc c'est quand même les dernières déclarations de Saadani sont quand même très très graves. Alors c'est le fameux discours du 5 octobre. Alors cela nous amène à poser deux questions. Est-ce que ce discours lui a été dicté? Est-ce que c'est son discours? Et est-ce que c'est ce fameux discours qui l'a poussé vers la sortie, selon vous, Akram? Moi, je vais être beaucoup plus nuancé par rapport à la relation supposée de Saadani avec le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense. Je pense déjà que s'il travaillait comme on le prétend, comme certains le prétendent, directement pour lui, Ahmed Gaïd Saleh ne l'aurait jamais laissé dire ce qu'il a dit, tout simplement. Parce que c'était un véritable suicide politique. Et en plus, c'est une sorte d'appel au dénigrement des actions d'Ahmed Gaïd Saleh, puisque lui-même pousse Tawfiq à répondre
alors même que Gaïd Salah a pondu une loi pour empêcher les retraités de s'exprimer. Toufiq a répondu? Ben non. Voilà. Ben non, légalement, il n'a pas justice. Il n'a pas le droit. Bien sûr que il y a une réponse indirecte. En tant que citoyen, il a le droit de le faire. Et donc, j'ai de gros doutes sur le fait que Saïdani travaille réellement pour Ahmed Gaïd Salah. En tout cas, il ne lui rend absolument pas service. Il est en train de... en fait, selon mes sources, même sa première sortie contre Toufiq a été faite sans que Gaïd Salah ne le sache. D'accord. Et que après coup, lui se soit comment dire, se soit attribué une certaine liaison avec Ahmed Gaïd Salah par rapport à ce point. Mais on peut dire que le tour du 5 octobre a desservi tout le monde. Mais clairement, c'est un suicide. Voilà. C'est pour ça que je pense que Saïdani est l'auteur de ce discours et qu'il a eu une réaction épidermique à une manipulation de je ne sais où. Le fait que Nekez, dont vous n'avez pas parlé, ait fait partie du lot des personnes qui ont été vilipendées dans son discours, indiquerait peut-être que ça vient de là aussi, parce que il faut voir ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dans les médias internationaux. Il y a une guerre ouverte entre disons une tendance nekaz qui est très très virulente sur la toile, très très virulente, et une tendance plutôt nationaliste proche des idées de Gaïd Salah. Il y a une confrontation réelle. Et ceci aurait pu contribuer à une sorte de grosse manipulation qui est poussée Saïdani à une réaction épidermique. Hada Hazam. Je pense que la sortie تاعو هذه ما كانتش ربما للإعلام ما كانتش متوقعة لكن هو تأجيل العودة parce qu'il était absent pendant 4 mois. Il savait que quelque chose se préparait pour lui. Peut-être ça a surpris la presse, l'opinion peut-être nationale, mais في وسط الفلان كانوا يتوقعوا الذهاب تاعو. حتى أنا مجموعة من القراب منه بداوا يكفروا به. واحد منهم ما نسميهش الآن اتصل بيا قال لي هذا راح عقب 4 أشهر ما عم بالوش بالحزب والرايح ومن بعد يجي يبدا يكسرنا في راسنا باسكو هو كونت اللي رونتري حب يدير يفتح تحقيقات على أعضاء المكتب السياسي. فقط أنا نظن الديسكور تاعو لا غوت كي في ديبوردي لو فاز مي سون sort était scellé bien avant. Est-ce qu'on peut dire que l'essor de certains ministres du FLN proches de Saadani est aussi scellé? Normalement c'est ça oui. حسب ما نسمع انه حسب ما توصلنا بعد الاشاعات ان كل من كانوا حاضرين في الاجتماع وصفقوا وضحكوا مغضوب عليهم. جو سي با حتى شكون يقدروا شكون يروح وشكون يبقى. نقدروا نذكرهم شكون كانوا. Il y avait Houda Emen Feraoun, il y avait Madame Delia, Tebboune, Monsieur Talai, Monsieur Boudia, ministre de la Santé. Oui. Voilà, ils étaient tous là. La présidente de la PN, Monia Meslem, ministre de la Solidarité. Oui. Et c'est généralement, je pense, Tebboune, c'est des gens qui n'ont finalement aucun lien avec le FLN à la base. Tebboune dit qu'il est membre depuis 1989. Oui, voilà. Tebboune, voilà. Mais Houda Feraoun, elle a été officiellement encartée quand elle a été nommée ministre, mais elle dit elle aussi qu'elle est de tendance sympathisante FLN depuis très longtemps. Cela nous amène aussi à poser cette question sur le choix de son successeur, Jamal Ould Abbas, un homme âgé de 82 ans qui a été beaucoup critiqué dans les réseaux sociaux après avoir été en quelque sorte intronisé secrétaire général. Ça vous inspire quoi, le choix de Jamal Ould Abbas comme nouveau secrétaire général du FLN à part entière, parce qu'il n'est pas intérimaire et il ne parle pas de congrès extraordinaire pour le moment? Je pense que déjà Jamal Ould Abbas n'a jamais rêvé, même pas, il en a rêvé, il n'a même pas osé en rêver, c'est-à-dire d'arriver quand même à ce niveau de responsabilité au sein du FLN. Bon, il est vrai que c'est quand même un militant depuis très longtemps, depuis les années 60, je pense. Depuis 1960. Depuis sûrement, oui. Après l'indépendance. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais réellement eu de poste de responsabilité au sein. Bon, il a sûrement été membre
du bureau politique. Oui, bien sûr, mais il n'a pas la carrure d'un secrétaire général. Ce n'est pas un meneur d'hommes. C'est un choix de secours, Jamal Ould Abbas. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, en termes de confiance pour le clan présidentiel, je pense que c'est. Mais en tout cas, ça dénote aussi le vivier, c'est-à-dire qui existe actuellement, la crise. C'est-à-dire arriver à choisir Jamal Ould Abbas pour le clan présidentiel, c'est que c'est vraiment. Ils n'ont plus d'hommes. Ils n'ont plus personne. Voilà. Ils n'ont plus d'hommes, oui. On a eu une divergence la dernière fois ici. Pardon. Jamal Ould Abbas, il ne va pas faire les sorties Saadani, mettre tout le monde mal à l'aise, comme il a fait. Il ne sera jamais contre les intérêts du clan présidentiel, comme il a fait Saadani. Ça, c'est sûr. Ils sont rassurés sur ce plan-là parce qu'il est. Mais il est proche de qui, Jamal Ould Abbas? Il est proche du clan présidentiel. Uniquement. Bien sûr. Principalement. Principalement. Pardon? Géographiquement. Oui, aussi, surtout. Yassine? Non, je voulais juste noter quand même avec un peu de tristesse. Moi, j'ai dans une histoire ancienne travaillé sur la jeunesse du FLN et sur le courant activiste du PPM-TLD qui a créé ce parti le 23 octobre 1954. D'en arriver là, on avait déjà la période Saïdani. D'en arriver là, voilà. C'est quand même triste. C'est quand même triste. La dernière fois, il y a eu une bataille sur le contrôle du FLN avec un putsch, entre guillemets. Moi, je m'en souviens très bien. On avait couvert à l'hôtel Jazair, Mehri qui a été débarqué par le clan, le complot scientifique. Et il a fallu quand même 48 heures pour régler la crise. Il y a eu un vote et Ben Hamoud a gagné avec 7 voix d'avance sur Mouloud Hamrouch. Les formes avaient été préservées. Voilà. Aujourd'hui, on voit que ça se passe à la tribune. Séance tenante, main levée. Bon, on comprend très bien que donc la presse dit que Saïdani a dîné avec une haute personnalité la veille qui lui a fait comprendre qu'il n'y avait plus d'espace, de possibilités. On ne sait pas qui était cette haute personnalité. En dehors de Saïd Bouteflika, qui peut dicter la volonté de son frère, je vois pas très bien. Je vois pas très bien qui peut le faire. Madame bien, un spécialiste Tartag, c'est lui le spécialiste FLN la présidence. Celui qui a été chargé de gérer Donc c'est Tartag qui aurait transmis je pense pas qu'il a dîné, mes sources, non. Ils lui ont donné des ordres. Demain, tu pars sans aucune explication. D'où le parallèle que je fais quand même avec cette situation de 1997 par rapport au FLN. C'est triste. Est-ce que c'est une sortie honorable pour Ammar Saadani ou pas? Comme la rentrée. Sortie honorable, je ne sais pas, mais en tout cas maintenant, c'est l'avenir de Saïdani qui la grande question se pose à ce niveau-là, parce que il faut quand même rappeler que son nom est cité dans l'affaire de la Générale des concessions agricoles. C'est un très gros dossier. Oui. C'est un dossier. C'est l'affaire des 3 000 milliards. Voilà, effectivement. C'est bien ça, ouais. Nous étions les premiers. L'affaire est toujours, on va dire, gelée au niveau du tribunal de Ouargla, au niveau de la cour de Ouargla. L'ancien directeur de la GCA, Monsieur Nordin Faisal, a été relâché à peu près une année. C'était M. Ramdan Hadam Liqbel. Donc il est possible à tout moment que autant c'est un dossier avec lequel certaines personnes, certaines parties ont pu utiliser en faisant pression sur lui pour le faire avancer, pour le mettre justement dans cette situation, dans cette logique suicidaire, pour lui faire dire tout ce qu'elle voulait. Autant c'est un dossier qui peut maintenant aussi être utilisé contre lui, parce que si on revient maintenant, revenons à l'essentiel, Ammar Saïdani, d'où tire-t-il sa fortune? D'où tire ce monsieur cette fortune qui lui permet d'acheter des biens ici en Algérie, et surtout d'acheter des biens à l'étranger, en France notamment, et d'avoir ce train de vie? C'est tout. Est-ce que selon vous, il est on a posé la question, c'est pas. Je pense qu'il de présenter devant la justice, c'est. Je n'y crois pas. مش في الظرف هذا. مش في الظرف هذا وواحد ما تحاسب مش راح عمار سعداني اللي يتحاسب تقول انت sortie honorable. Je pense pas que ça l'intéresse honorable ou pas, parce que le monsieur n'est pas honorable, n'a jamais fait dans l'honorable. Voilà. Oui, c'est bien. Alors, mais est-ce qu'il est promis
Est-ce qu'il est promis à une fonction? Est-ce qu'on peut s'attendre qu'on le prépare pour 2017 ou qui sait pour 2019? Il y a des gens qui disent ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la fin politique de Amal Saadani ou est-ce qu'on peut encore parler de lui? Il s'est mis en retrait complètement lui-même. Il a dit les raisons de santé, ça veut dire qu'il va rien occuper. Oui, mais dans le message de raison de santé, j'arrête raison de santé. Certains ont perçu comme étant une insulte aussi au président de la République. Je me retire pour des raisons de santé. Qui lui ne s'est jamais retiré pour des raisons de santé. Exactement, tout à fait. Alors, il y a eu un article assez intéressant, vous l'avez cité tout à l'heure sur Al-Watan aujourd'hui, c'est sur ces liens supposés entre Amal Saadani et le chef d'état-major de l'armée. Est-ce que c'est vrai que les deux hommes sont aussi proches qu'on le dit? Akram. Akram a répondu. Je crois que j'ai répondu. Je vais être très transparent avec vous. Je n'ai pas lu cet article. Je ne le lirai pas et je n'ai pas l'habitude de lire cet auteur. D'accorder beaucoup de crédibilité à cet auteur. D'autant plus que la source n'a pas été citée. Comme toujours. Oui, donc ça sert pas à grand chose. La responsabilité revient à l'auteur de cet article de dire s'il était proche ou pas. Ammar Saadani a dû avoir une proximité avec le général de corps d'armée Gaïd Salah, ça c'est clair. Mais pour dire qu'il a été son instrument politique pour arriver au pouvoir, parce que c'est ce que ça sous-entend, je ne pense pas. Beaucoup de gens parlaient de volonté ou de velléité de Ahmed Gaïd Salah de prendre la présidence, d'accéder à la présidence. J'ai réellement j'accorde très peu d'importance à ce genre. Est-ce qu'il aurait vraiment dit en 2014 et pourquoi pas moi? Peut-être, mais peut-être pas concernant la présidence. Ah oui, pour autre chose, oui, peut-être pour autre chose. On ne sait pas. Alors, un costume XS. Saadani, il خلي الناس تفهم بلي راهو l'homme de Gaïd Salah. Il a toujours dit dans son entourage, بلي راهو il parle au nom de Gaïd Salah même. Il paraît que Marra, il a raccroché au nez à Saïd Bouteflika parce que lui a dit après l'interview تاع TSA, on vous a pas dit d'aller jusque-là parce que il a bousculé les choses parce que TSA يعني الحوار اللي ضرب فيه توفيق كان يعني خرج على كل الخطوط الحمراء والجماعه من قرب منه قالوا puisque tu raccroches au nez على سعيد بوتفليقه qui vous a dit de faire ça قال c'est l'autre. Je vous dirais il veut dire Gaïd Salah qui lui a demandé de faire ça, je ne sais pas. Textuellement, il aurait dit à Saïd Bouteflika, il aurait dit شوف مع عمو صالح avant de raccrocher. C'est ce qu'il aurait dit. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que Gaïd Salah ait poussé Saadani à faire ça. Pour faire passer. Alors, on va... Oui, mais je relève quand même un point qui est important, c'est la lettre adressée par Gaïd Salah à Ammar Saadani. Le jour de son élection, bien sûr. Oui, bien sûr. Elle le cite, Salim Alioum, dans oui, son bien sûr. C'est quand même, c'est une première, oui. C'est une faute. C'est une erreur. C'est une erreur? De qui? De la part du chef d'état-major si en tout cas ça pèse sur cette j'ai eu à poser la question sur cette question de proximité avec Ammar Saadani à un proche de Gaïd Salah. Lui me répondait que le chef d'état-major l'avait fait en tant qu'ancien moujahid et non pas en tant que militaire. Mais il n'a jamais fait avant que c'est la réponse semi-officielle oui, mais la lettre a bien été signée par le vice-ministre de la Défense. On peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que il y a eu cette lettre-là, mais en termes de sociologie du management du FLN et d'une fraction du pouvoir, il y a quand même un lobby à l'Assemblée nationale autour de Bahadine et de Jmaï, le responsable du groupe parlementaire du FLN, qui sont à la fois proches de Saadani et proches de Ahmed Gaïd Salah. Et donc, il y a des intérêts matériels. Il n'y a pas juste une connivence idéologique ou quoi que ce soit. Il y a des intérêts bien précis qui font que c'est quand même le même corpus qui est attaqué. Et la chute de Saadani, Louatan pose la question aujourd'hui, peut mettre sur l'agenda entraîner la chute de Gaïd Salah. Enfin, le départ, parce que bon, il est retraitable. Il est en 1940 et s'il part à la retraite, ce serait tout à fait normal. Donc voilà. C'est pas une fabrication de la presse. Hein.
Et toujours à propos de Saadani, il y a un follower sur Twitter qui nous pose la question, est-ce que c'est une rumeur qui circule sur la probable nomination de Amal Saadani comme ambassadeur aux Émirats? Est-ce que ça peut être ça, sa sortie honorable, être nommé ambassadeur quelque part? Est-ce que c'est possible selon vous? Je pense pas. Ministre de la Santé. Non, je pense pas. Anna, je l'ai lu juste après sur Facebook, un des proches de Saadani qui a écrit ça et a été reprise par certaines presses. Je pense pas. C'est juste une rumeur. Se nommer ambassadeur. Peut-être ça les sert, peut-être, mais je ne sais pas. Quelle est la démarche à suivre maintenant au FLN? Maintenant que le FLN a un nouveau secrétaire général, l'une de ses premières déclarations, c'est de dire « je suis secrétaire général jusqu'en 2020 ». Est-ce que vraiment, pendant 4 ans, il n'y aura rien, ni congrès, ni changement? Comment ça va se passer concrètement maintenant au FLN, selon vous? Maintenant, il va sûrement y avoir un verrouillage de la part de Jamal Ould Abbas. Qui va parler beaucoup moins. Qui va sûrement parler beaucoup moins, mais je pense que maintenant, pas parce que la volonté qui lui manque, mais maintenant, je pense que les choses vont beaucoup plus s'orienter vers la préparation des listes électorales pour les législatives. C'est-à-dire que Jamal Ould Abbas va faire en sorte de tout verrouiller, d'avoir tous les moyens pour essayer d'équilibrer. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a dans le clan, par exemple, de Belkhadem, qui reste en embuscade, s'il voit qu'il y a trop de voix qui s'élèvent, il va faire en sorte de prendre certains responsables proches de Belkhadem, de les mettre en tête de liste dans leur wilaya. C'est-à-dire que maintenant, au sein du FLN, le bureau politique, les responsables vont s'occuper essentiellement, non pas de l'organisation structurelle, organique du FLN, mais beaucoup plus des élections législatives. Ceux qui n'auront pas pu avoir de postes, donc de députés, en tout cas d'être bien placés sur les listes électorales, vont essayer de jouer un peu à un autre niveau, c'est-à-dire lors des locales, donc les assemblées du wilaya, et peut-être un peu moins au niveau des APC. Mais je pense que là, maintenant, les gens vont s'orienter vers ce qui est vers les intérêts. Les intérêts, c'est essentiellement les listes électorales pour 2017. Est-ce que c'est bon pour un parti politique de changer de numéro 1 à quelques mois des législatives? C'est pour ça que je disais que c'était étonnant. C'est la question qui se pose. Comme pour une équipe de foot à quelques mois d'une échéance importante. Saadani, parce qu'il parlait que lui qui allait préparer les élections législatives, absolument. Mais je pense pas que Ould Abbas va réussir mieux la chose. Il ne sera jamais rassembleur. Très difficile. Très difficile, mais je pense que tout ça, c'est dans l'intérêt du RND. Mais Hadda Hassam, Saadani aussi n'a jamais été rassembleur. On peut dire qu'il n'a jamais été rassembleur, Saadani. Il allait toujours vers l'affrontement. Vous avez dit que Belkhadem était en embuscade. Est-ce que c'est pas un peu une revanche pour Belkhadem? Est-ce qu'il peut revenir aujourd'hui? Il est plus facile pour Belkhadem de revenir sous Ould Abbas qu'en ayant en face de lui quelqu'un comme Ould Abbas plutôt que quelqu'un comme Saadani. Mais il faut qu'il soit en état de grâce pour ça, ce qui n'est pas le cas actuellement. On peut dire que ce n'est pas le cas actuellement? Pour Belkhadem, oui. Belkhadem reste une option. Parce qu'en fait, le véritable chef d'orchestre du FLN et puis même du RND, ce n'est pas au sein du parti, c'est au niveau de la présidence, c'est évident. C'est-à-dire que celui qui a eu le pouvoir de dégommer Saadani a le pouvoir de laisser soit Ould Abbas ou alors ramener Belkhadem et aussi d'élaborer même les listes des élections législatives. Il ne faut pas oublier, même Mehri est venu comme ça. Mehri aussi, c'était l'homme de Chedli, il a été désigné, il n'a pas été choisi par les militants du parti, c'est pas vrai. La création du mouvement de redressement du FLN n'a pas été décidée par Belkhadem à Djelfa, ça a été décidé à la présidence de la République, tout a été fait, toute la vie du FLN est dirigée à partir de la... Une dernière question avant de clore la première partie du CPP. Est-ce que la chute de Saadani peut entraîner d'autres chutes, dont celle du chef d'état-major? La dernière fois qu'on a évoqué ce sujet... Général Hossein Ben Hadid s'est retrouvé en prison et on était sur le point de se faire suspendre. C'est un sujet extrêmement délicat. Mais moi, je veux retenir cette idée du général à la retraite, Hossein Ben Hadid, qu'il avait expliqué sa démarche au moment du départ du général Toufiq. À chaque fois qu'un grand, entre guillemets, responsable de l'ANP, quelqu'un qui a été aux fonctions pendant longtemps, s'en va, ça renforce le camp présidentiel. Parce que ce sont des personnes, même si à un moment donné, ces personnes travaillent avec le président, c'est le cas de Toufiq, c'est le cas de Gaët Saleh, leur éviction renforce le camp présidentiel. Voilà.
il faut approcher cette question à travers cette grille. Et c'est dans ce sens, justement, le président, toutes les sorties, les dernières sorties du président pour inaugurer, pour tout ça, c'est justement, il a senti un danger de la part de Gaïd Saleh, et aussi, c'est pour ça, touché à Saadane, il s'est touché directement à Gaïd Saleh et ses intérêts, ses ambitions surtout. Rapidement. Non, juste pour confirmer, c'est exactement ce qui s'est passé avec le départ, l'éviction du général Mohamed Al-Ammari et la nomination de Gaïd Saleh. En 2004. Merci, c'est la fin de la première partie. On se retrouve dans un tout petit moment pour la deuxième partie du CPP. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir, bienvenue à la deuxième partie du CPP, le café presse politique avec Tariq Hafid, Ihsan Qadi, Hadda Hazzam et Akram Khalif. Alors la deuxième partie, on va commencer toujours avec le volet politique puisque depuis quelques semaines, disons, de plus en plus de personnes, je parle évidemment de personnalités politiques, évoquent maintenant l'éventualité d'un 5e mandat. Oui, vous avez bien entendu, un 5e mandat présidentiel. Parmi ces personnes, c'est le secrétaire général de l'Organisation nationale des Zaouïas. Et récemment, c'est le président du MPA, Ammar Ben Younes, qui a clairement laissé entendre qu'il soutiendrait un 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika. Et aussi, oui, mais ça c'est un peu plus évident. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce discours qu'on entend de plus en plus sur un éventuel 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika ? Est-ce que le Dostour يسمح بهذا ? Bien sûr. هل الدستور يسمح؟ Parce que la Constitution a été amendée, vous avez bien fait de le rappeler, et dans la Constitution actuelle, le président ne peut avoir que 2 mandats successifs. Oui, mais est-ce que cette règle est applicable aujourd'hui au président en exercice actuellement ? Bien sûr, c'est à partir comme ils le veulent. C'est à partir de la nouvelle Constitution. Pour la nouvelle Constitution, Abdelaziz Bouteflika, on est à son premier mandat. Il n'y aura pas de 6e mandat, quoi. Ben, théoriquement, non. Théoriquement, non. Mais je voudrais juste rappeler une chose, c'est que une des dispositions qui était prévue, et on en parlait beaucoup, dans la nouvelle Constitution, donc avant qu'elle soit présentée et adoptée, c'était la limitation d'âge. Oui. La limitation d'âge n'a pas été donc inscrite dans cette nouvelle Constitution. Et en fait, cette question de la limitation d'âge, elle devait être inscrite et imposée pour faire barrage à Benflis. C'était ça un peu l'état d'esprit qui avait été présenté. Donc, pas de limitation d'âge. Abdelaziz Bouteflika, on est à son premier mandat. Donc, je pense qu'ils ont réussi à le faire une fois, ils peuvent le faire une deuxième fois. Et cette histoire de 5e mandat, c'est un ballon sonde. On évoque l'information pour voir la réaction des gens, des partis politiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense pas que la réaction des gens les intéresse. Ils ont toujours fait ce qu'ils veulent. Je ne pense pas que c'est un ballon de sondage, mais ils vont le faire s'ils restent en vie. Inch'Allah. Il reste en vie. Il reste en vie, pourquoi pas. نتمنى الموت حتى الواحد أنا. لكن نبقى على قيد الحياة يعملها, ça c'est sûr. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un aujourd'hui au FLN qui oserait se mettre devant une caméra et parler d'un autre président après 2019. Mais pas uniquement au FLN. Pas uniquement au FLN. En Algérie et même ailleurs. Moi, je suis plus circonspect, plus réservé. Moi, je suis pas sûr que ce soit les grandes manœuvres du 5e mandat qui sont en train de s'engager. Parce que on a quand même tendance à ne pas suffisamment tenir compte de la conjoncture vers laquelle nous nous acheminons. الظرف الاقتصادي والاجتماعي راح يولي صعيب جدا الشهور الجايين. ما نظن باللي هذا هو العامل الاول اللي يقرر
voilà, qui va décider des grandes manœuvres. Et ce rapport américain qui prédit une nouvelle vague de printemps arabe sur les pays du Maghreb. Voilà. Alors moi, je vois deux agendas. Moi, je vois un agenda d'abord médical. Je pense que le président Bouteflika se sent mieux. Oui. C'est le point de départ de ce qui est en train de se passer. Oui. Il se sent mieux. Il peut sortir en public plus longtemps qu'auparavant. Il est un peu plus sûr de lui. Et donc, à partir de cet agenda médical, vient s'ajouter un agenda politique qui veut que le président reprenne les choses en main, qu'il s'implique plus et qu'il va donner du contenu à l'action du gouvernement. Est-ce que ça implique qu'il veut se placer directement pour le 5e mandat? Je pense que le qadiyya sabiqat al-awan. Amin. C'est encore loin, il reste 2 ans. Les législatives seront une échéance importante pour décider de ce qui doit se passer en 2019 ? Non, on a parlé tout à l'heure des échéances législatives. Législatives, il y a un taux de participation, on a parlé du Maroc, il y a 2 numéros du CPP. En Algérie, la réalité, c'est en dessous de 30%. Donc en dessous de 30%, s'il n'y a pas un effort pour améliorer l'offre politique, pour faire l'opposition, même si elle y va en ordre dispersé, ne va pas pouvoir donner du crédit à cette élection. Et donc, ça va rester un événement secondaire qui va pas être important. Que le FLN peut gagner avec Saïdani ou sans Saïdani, ou avec Ould-Abbas, parce que ça se passe quand même ailleurs, et c'est le volant des gens qui ne votent pas qui décide du contenu de cette élection. Donc, c'est pas un véritable enjeu. C'est pas l'enjeu important de 2017. En fait, les législatives en Algérie, ça sert juste à récompenser certaines personnes. C'est tout. Que ça soit surtout au niveau local, c'est-à-dire au niveau des wilayas, faire en sorte de gratifier. Donc c'est une forme de distribution de friandises à certaines personnes qui vont pouvoir, c'est-à-dire compter au niveau de leur wilaya et puis avoir un salaire plus ou moins correct de 300 000 dinars. Alors, Abdelaziz Bouteflika se sent mieux, vous venez de le dire, il peut se permettre de faire des apparitions en public. Il a d'ailleurs reçu 4 ambassadeurs récemment, qui attendaient déjà depuis plusieurs semaines pour pouvoir remettre leur lettre de créance et commencer à exercer. Et l'enchaînement est fait. Le président s'est prononcé le 22 octobre lors de la journée nationale de la liberté de la presse sur la presse électronique en Algérie. Et il a été assez critique envers ce qu'il qualifie de presse électronique qui vient de l'étranger, qui diffame en Algérie. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce discours présidentiel concernant la presse électronique à l'occasion du 22 octobre ? On peut en dire que le président de la République a cessé d'être un apprenant depuis au moins une 30aine d'années, qu'il est en dehors de son temps, complètement en dehors de son temps, malheureusement pour les Algériens. Pourquoi ? Il ne comprend pas cette problématique. Le président de la République est encore dans le schéma ancien où il y a, pour ce qui concerne l'information, une source émettrice et une source réceptrice. On n'est plus dans ce modèle. On est aujourd'hui, en 2016, on est dans les flux du big data où la partie qui est contrôlée par des éditeurs de presse électronique est infime. Le flux d'informations qui circule aujourd'hui appartient à tous les gens qui peuvent aller sur Internet. Ils sont créateurs d'informations autant qu'ils sont récepteurs. C'est une reconfiguration complète de l'information, de sa circulation, de sa consommation et de son impact. Ce nouveau modèle, je vais parler comme Abdel Sharif, Abdelaziz Bouteflika ne peut pas le comprendre. Il est out par rapport à cela. Et donc, quand il y a un conseiller qui va venir lui dire on est en train d'insulter l'Algérie à partir de l'extérieur et qu'on n'a pas... Il y a une confusion entre les réseaux sociaux et les sites Internet. Les sites Internet, l'édition électronique algérienne est très faible. Elle est en Algérie, elle est basée en Algérie. Elle souffre. Elle est exclue de tout. Il n'y a pas de carte électronique. Il n'y a pas de carte de presse pour les journalistes électroniques, y compris pour des sites amis du pouvoir. Et il y a pas, je parle pas de la publicité publique, voilà, ça on oublie, on n'en parle même pas. Et donc, l'offre de contenus digitaux algérienne est complètement rétamée, elle est complètement bloquée, et le président de la République pense qu'il y a un problème de régulation. En fait, pour réguler quelque chose, il faut que cette chose existe. Le domaine numérique, le contenu numérique algérien n'existe pas. Il faut d'abord le créer avant de penser à le réguler. Donc voilà, c'est une intervention malheureuse. Je pense que le président Bouteflika a été plus heureux de débarrasser le FLN de Saïdani que de parler de la presse électronique. Parce qu'en fait, les critiques qui ont été évoquées dans ce communiqué du président de la République concernent plus les atteintes ou les attaques contre l'Algérie que ceux de la presse électronique, parce que les attaques peuvent aussi venir de chaînes de télévision, de chaînes de radio. Il a été mal conseillé sur ce sujet-là. Il y a eu une erreur dans le communiqué, selon vous ?
j'ai pas envie de monopoliser la parole sur la question, même si j'ai tendance à devenir un peu passionné quand il s'agit de ça. De quoi avant, à quoi sommes-nous, disons, initiés depuis 2 ans, depuis qu'il y a le ministre actuel de la communication. Le discours, ce n'est pas quelle stratégie, à quoi doit ressembler l'offre d'information en Algérie en 2020 ou 2025 ou 2030. C'est les journalistes doivent être déontologiques, faire attention à ce qu'ils écrivent, ne pas critiquer, être juste, etc. Ça, c'est le discours d'un chef de rubrique. C'est pas le discours d'un ministre de la communication. La communication en Algérie, la question qui se pose, c'est pourquoi l'offre radio aujourd'hui ne passe que par le web, comme Radio M, il n'y a pas de fréquence qui va être proposée. La radio numérique terrestre est bloquée. Les télévisions sont encore des télévisions offshore. Elles sont très fragilisées à cause de leur statut offshore. D'ailleurs, quelques-unes vont faire faillite, y compris des télévisions amies du régime. C'est ça, comment faire la transition du numérique pour la presse papier, etc. C'est ça l'enjeu aujourd'hui pour que l'Algérie demain cesse d'être un nain de l'information. L'Algérie aujourd'hui est un nain de l'information. Hada Hazem, comment est-ce que vous vivez cette crise dans la presse, vous qui dirigez le journal El Fajr en arabe? Comment est-ce que vous vivez cette crise et le dernier discours du président à l'occasion du 22 octobre? Moi, j'ai répondu à ce discours. J'ai cité un exemple égyptien. Parce qu'à l'époque de le match de barrage à Masri, رئيس حزب. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que, parce que j'ai بدأت le taxi en 1919 en Égypte et العربات تاع الحنطور اللي تاع les animaux اللي يسوقوها الحمير والجمال. Ils ont fait une grève. Ils ont demandé à Saad Zaghloul de refuser que les taxieurs marchent au Caire. لأنهم يهدوهم في عيشتهم وفي العمل تاعهم. قال لهم اسكو تقبلوا مصر تتقدم ولا ترجع تتأخر؟ قالوا لا نحبوها تتقدم. قال لهم التاكسي جزء من تقدم. بوتفليقة اللي يحب الجزائر تتقدم، لا بريس إلكترونيك ولا الفضائيات ولا كل هذه الوسائط هي جزء من الحضارة، هي ثمرة من ثمار العولمة، ولا جو بونس اوسي مشكل من مشاكل العولمة. Il n'a qu'à faire avec. Il faut préciser aussi, Hada, que le président a toujours été contre les chaînes de télévision privées. Il a dit il a été toujours contre la presse en général. Après 2011, après la chute de Moubarak et de Ben Ali, il a accepté l'ouverture de chaînes de télévision privées. Ça met combien de temps pour voir ça, pour régulariser ça? Ça met au moins 5 ans. Les agréments. Pendant 4 ans, dans le noir. Un agrément de bureau d'Alger, oui, absolument. Exactement. Donc le président ne peut pas comprendre il n'est pas de cette génération, il ne peut pas suivre cette génération. Il faut faire avec, il faut comprendre. La limite, on ne peut pas faire mieux. C'est une autre génération. Est-ce que le président a un conseiller en communication? Houda Ferhoun, peut-être. Oui, peut-être la ministre. Comment ça s'appelle Madame Farida, c'est ça? Oui, Madame Farida. Ouais. Conseiller communication. Je pense que j'ai conseillé, non? Plutôt conseiller en... Directrice de communication. Directrice de la communication. communication. Non, mais peut-être lui ne comprend pas, mais effectivement, il semblerait que même les personnes qui sont autour de lui ne comprennent pas aussi ce que c'est que la presse électronique, même le fait que ça soit Facebook quand même qui est en train de tirer, que ça soit le plus grand média au monde et que il est impossible d'empêcher l'information de circuler. Oui. On peut pas. C'est-à-dire que même le fait de dire oui, effectivement, c'est la presse étrangère, électronique installée à l'étranger qui est en train de nous causer du mal. Faites en sorte au moins d'encourager la presse électronique qui est installée en Algérie et lui donner les moyens de pouvoir faire du travail correctement. Une interview presse algérienne, il a toujours parlé quand il s'adressait aux Algériens, il s'adressait toujours à travers la presse étrangère. À travers le monde, à travers les télévisions arabes, mais jamais on a accordé une interview à un journaliste algérien, jamais. D'ailleurs, il y a... Je vais rebondir sur ce que tu as dit et ce qu'a dit Tarek. Ce n'est pas par rapport à Ben Ali et Moubarak qu'il y a eu relâchement de pression et création acceptation des médias visuels en Algérie. C'est plutôt après Darman. Le match, oui, tout à fait. C'est surtout Darman. 2009. Les Algériens, on va dire le gouvernement a compris
qu'on avait une lacune énorme en termes de communication de masse. Et donc, ils ont permis le fadaïyat à ce qu'elles existent. Face au surplus des chaînes de télévision égyptiennes, évidemment. En France, il n'y avait que de la presse écrite. Ah, c'est venu de Arsène, vous n'êtes pas d'accord, mais je peux te dire en tout cas, c'est une prise de conscience. Omdurman, novembre 2008. 2009. Novembre 2009, oui, parce que la Coupe du Monde, c'est en 2010. Novembre 2009. Et la première, les premières télévisions en novembre 2011. Oui. Voilà, c'était chaud. Pour le discours, oui. C'est quand même 1 an et demi, c'est pas... Alors cela nous amène aussi à parler de l'état de la liberté de la presse en Algérie, puisque c'est le même sujet. Reporters sans frontières, RSF, vient de publier son dernier rapport de l'année 2016 sur la liberté de la presse. L'Algérie est très mal classée, même si elle stagne par rapport aux années précédentes. On est classé 129e, le Maroc est classé 131e, la Tunisie 96e, elle a fait des progrès. La Mauritanie est classée comme le pays arabe où la liberté de la presse est la plus garantie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, la Mauritanie est classée premier pays arabe et la Tunisie est deuxième pays arabe. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce classement, l'Algérie 129e? Je sais pas, moi, les classements comme ça, moi, j'y crois pas beaucoup. Moi non plus. Les critères de sélection, je sais pas. Enfin, en tout cas, sincèrement, je pense avoir la chance d'exercer ce métier en Algérie. Par rapport à d'autres pays ou non? Par rapport à d'autres pays. Ouais. Et je le fais, la preuve en est là. Je sais pas pour faire le... C'est-à-dire que vraiment la liberté, je pense qu'on est en train réellement de... La preuve en est là, elle en est où? Oui, mais c'est-à-dire avec quand même le peu de moyens. Parce que c'est vraiment une question de moyens en Algérie quand même. C'est vraiment une question de moyens. Il y a des pressions qui sont exercées sur certains médias. Oui. C'est une question de moyens matériels. C'est mon avis en tout cas. Je pense que si l'environnement économique, si votre groupe avait des moyens quand même plus conséquents, plus importants, je pense qu'on aurait encore un peu plus de liberté, avec plus d'émissions, avec plus peut-être d'enquêtes. Je cite juste votre média à vous. J'ai été responsable d'un média électronique, donc Impact 24. Que j'avais lancé avec des amis. Je vais vous donner juste une petite confidence. Alors, on avait lancé Impact en octobre 2014 j'ai quitté Impact en août 2016. On a eu 250 000 dinars de publicité. Voilà. C'est juste pour l'histoire. Est-ce que on peut faire vivre, c'est-à-dire un média avec 250 000 dinars de publicité? C'est pas possible. Pour le classement تاع تونس أنا نتبع الصحافة التونسية ما عندها حتى مهنية ولا مصداقية ولا يقدروا يهزوا المنشار قدام من مرة يهزوا منه مراجع ويديروها في الصفحة. Vous généralisez, vous parlez de tous les médias ou de quelques médias? Plusieurs. Mais je dis pas tous. Mais la majorité, ils sont à côté de la plaque. C'est pas ما كان حتى مهنية ولا مصداقية ولا الحرية. Je ne sais pas. Il faut que تكون مرتبطة بنوع من المهنية. Est-ce qu'on peut dire ça ici? Est-ce que ce discours on peut l'adapter aux médias algériens? Est-ce qu'on peut dire que beaucoup de médias algériens... Il y en a, mais c'est pas la majorité. C'est pas comme en Tunisie, c'est pas vrai. J'étais en 2013 fait une rencontre pour faire la presse maghrébine. داروا لورا بايزا انترفيو من راسهم ونشروها في لا بروميير باج دو جورنال اللي s'arracher les cheveux. Non, c'est pas vrai. ما كان حتى peut-être ils ont voulu les gratifier comme ça, comme ils ont donné aussi le Nobel, c'est la même chose. Je pense virtuel مع سهى عرفات. Ah oui, aussi. Elle avait démenti Souha Arafat avant cette interview. Que vous inspire ce classement, Ihsan, et l'Algérie qui est 129e? Moi, je tends à parler comme Tarek, c'est-à-dire que les acquis d'octobre 88 sont tellement puissants et le sacrifice des journalistes algériens pendant les années 90 في الإرهاب est tellement important que واحد ما يقدرش يتصور أنه نتراجع إلى درجة ما قبل 88. مستحيل. Maintenant, dans l'espace qui nous est offert, c'est extrêmement difficile, notamment dans les espaces des nouveaux médias, parce que les nouveaux médias ont une marge de liberté
que les anciens médias ont du mal à préserver. Moi, je rends hommage d'ailleurs à Hadda qui maintient à la tête de Fajr un espace qui est presse-papier, difficile, mais qui est un espace quand même critique et indépendant vis-à-vis du pouvoir. Et Dieu sait combien elle a eu à payer de sa chair d'avoir cette position et la continuité dans cette position. Mais globalement, on peut pas dire que la situation en Algérie, on peut pas se contenter. Il y a eu une dégradation. C'est toujours en termes de dynamique qu'il faut voir. L'année qui vient de s'écouler, c'est une année où le pouvoir a cassé une transaction qui était légitime entre le groupe El Khabar ou l'homme d'affaires Rabrab. L'année 2016, c'est une année où des journalistes ont été en prison. L'année 2016, c'est une année où on a empêché un journal comme El Watan de rejoindre son nouveau siège. Bon, on a invoqué des raisons qui pouvaient être soutenables, mais depuis, on est toujours, il s'est toujours rien passé, donc on veut casser El Watan. Et donc voilà, c'est la démarche c'est cette démarche-là, c'est une démarche qui. Alors je note quand même au passage que un des indices aussi qui montre que l'Algérie n'est pas recommandable aujourd'hui dans le classement de RSF, c'est que Radio M a été nominé pour le Grand Prix de la liberté de la presse. Voilà, je comptais sur toi pour le dire, mon ami. Oui, mais j'allais le dire. Moi, je l'ai appris en premier, d'ailleurs, et j'allais le dire. Donc, RSF et TV5 ont nommé Radio M et Bawab al-Wasat pour la Libye pour le Grand Prix RSF et TV5 pour la liberté de la presse. On en profite aussi pour rendre hommage à tous les journalistes qui nous ont quittés et qui sont morts dans l'exercice de leur profession. Pour vous donner une idée sur ce classement RSF, le Niger et le Sénégal sont mieux classés que l'Italie. Le Niger est 52e et l'Italie 77e, pour dire que les critères qui ont été choisis ne sont pas que ceux relatifs à la liberté de la presse. Merci à vous tous d'avoir été les invités du CPP. Merci à l'équipe qui est derrière, Soumia, Melisa et Ahmed. Et merci à vous pour votre fidélité. Exceptionnellement, on se retrouvera pas mercredi prochain, mais samedi d'après 18h sur Radio M. Au revoir. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.